Bon, il est 14h05, je propose qu'on commence du coup? Oui, oui, on va Hein? commencer. Voilà. Je vais peut-être me présenter quand même pour que les gens soient pas surpris et je vous propose, madame Lequitte et madame Gamin d'introduire un peu, la réunion et après avec, Jeanne, enfin c'est surtout essentiellement Jeanne. Jeanne va prendre le relais et on complétera les uns les autres, avec madame Anguisse aussi. Très bien. Voilà. Donc Donc, bon, on vous remercie beaucoup d'être là, Madame Chevalier, Madame Thévenard. On vous avait sollicité parce que nous avons eu de plus en plus de questions de la part des enseignants, des directeurs et même des collègues IUN par rapport à la mise en place d'aires éducatives. On voit que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus. Et plutôt que de multiplier les sollicitations, voilà, on a imaginé de faire cette séance aujourd'hui de façon à pouvoir apporter toutes les informations aux enseignants intéressés et puis qu'ils puissent vous poser les questions en direct. Donc, on a été très surpris de voir le nombre de gens qui sont inscrits. Bon, même si tout le monde n'est pas là, ça montre quand même qu'il y a un véritable engouement et puis aussi par le nombre d'aires éducatives qui ont pu être créées cette année. Donc du coup, donc vous avez répondu favorablement, on vous en remercie et on en a profité pour, comment dire? Inviter les collègues de l'heure avec qui nous travaillons régulièrement. Voilà, en tout cas, encore merci et puis on vous écoute et puis je pense que, vous aurez pas mal de questions. parfait. Madame Gamin, vous avez peut-être un petit mot? Oui, bah, alors, moi, c'est Astrid Gamin, je suis conseillère pédagogique départementale en sciences EDD dans l'Eure. Donc, bah, merci, d'avoir permis aux enseignants du 27 de pouvoir, voilà, assister à cette visioconférence. On a eu, voilà, une douzaine de personnes d'inscrites, donc c'est plutôt positif et puis tout a été dit, donc je peux vous laisser commencer. Parfait. Bah, à notre tour, Jeanne et moi, on vous remercie en tout cas, d'avoir proposé cette, visio. Et bien sûr, c'était, le bon format, on pense, pour pouvoir, informer le plus de monde possible, en tout cas non de pour un premier niveau, et pouvoir, faire un jeu de questions-réponses, avec vous. Alors, je me présente, moi, c'est Nathalie Chevalier. Je travaille à l'Office français de la biodiversité. Je suis, au niveau régional, à la direction régionale, du coup, de l'OFB, basée dans le Calvados et je suis le dispositif des aires éducatives, plutôt au niveau régional avec, une collègue qui s'appelle Jannick Guénon. Depuis l'année dernière, on bénéficie d'un appui, au niveau régional pour animer, les aires éducatives et pouvoir, avoir une proximité avec les porteurs de projets. Donc l'appui, c'est Jeanne Thévenard. Je te laisse te présenter. Bah, bonjour à tous et à toutes, hein. Merci, d'être présents, aujourd'hui. Donc oui, Jeanne Thévenard, moi je travaille pour une association qui s'appelle le CPIE Vallée de l'Orne. C'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement basé à Caen, mais vous en avez un autre dans l'Eure, le CPIE Terre d'Or Pays d'Ouche. Donc j'ai été missionnée par le Graine Normandie pour animer, le réseau des aires éducatives avec, Nathalie. Et donc j'ai commencé ma mission en avril dernier. Et c'est une, première visio qu'on propose, première tentative, voilà, pour répondre à un besoin. C'est vrai qu'en Seine-Maritime, il y a eu, cette année, énormément de nouveaux projets, donc on voit que c'est bien porté, localement et on s'est dit que ce serait peut-être, la meilleure porte d'entrée pour parler du dispositif et le déployer sur le territoire. Alors on va commencer, hein. Je vais partager mon écran. Alors, bienvenue donc à cette visioconférence. Pour ceux qui sont arrivés effectivement en cours ces dernières minutes, c'est une visio qui est enregistrée pour pouvoir la diffuser pour ceux qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. Donc, on va animer ce temps à plusieurs, hein. Nathalie et moi, on s'est présentés. Maryvonne également, Astrid. J'ai aussi invité Adeline Anguisse donc à participer à cette visio et à intervenir
Je te laisse te présenter, Adeline. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Adeline Anguis, conseillère pédagogique de la circonscription de Montivilliers, juste à côté du Havre. Madame Lequitte et Madame Thévenard m'ont demandé d'intervenir, étant donné que cette année, j'ai 5 projets d'air terrestre qui se sont faits sur la circonscription et que j'accompagne les enseignants, les élèves, à la fois sur la préparation du projet, mais aussi la mise en place. Et donc, je pense que par rapport à certains points, je pourrais peut-être plus facilement répondre concrètement comment faire avec une classe ou comment à quelques petits exemples de problèmes et de solutions qui ont été apportés localement. Voilà. Merci, Adeline. Donc, à chaque... Donc, hop. Comment intervenir? Bon, alors ça, effectivement, pour l'instant, on a bloqué les micros, mais vous pouvez le débloquer si besoin. Euh, Il y aura des temps où je vous proposerai d'intervenir des questions. Vous pouvez noter vos questions aussi sur le chat. Et sinon, à la fin, on a prévu 30 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter et on en reparlera à la fin. Et si vous avez besoin de lever la main, il faut aller tout en bas là, de la visio dans l'onglet Réagir. Et là, vous trouverez là, lever la main. Alors, on a prévu plusieurs étapes. Déjà, vous présenter le dispositif concrètement. Qu'est-ce que c'est qu'une aire éducative? À quoi ça sert? Comment ça se met en place? Ensuite, on va vous présenter l'équipe du groupe régional des aires éducatives, joliment appelé le GRAE, et les quelques chiffres de cette année sur les aires éducatives qui sont actives actuellement en Normandie. On fera un point sur la méthodologie de projet. Là, on rentre plus dans le concret au début. Vous allez voir que c'est un projet où on doit être accompagné et justement comment ça fonctionne, quelle structure peut nous accompagner sur ce type de projet, comment les contacter. On parlera après du label des aires éducatives, des possibles financements et donc comme je vous l'ai dit, il y aura un temps d'échange et de questions. Alors, on a à peu près 1 heure de présentation et une demi-heure de questions. Alors, donc une aire éducative, c'est quoi? C'est un espace qui est choisi par des élèves et qui est porté par une ou plusieurs classes de l'établissement. S'il y a 2 classes de CM2 qui se lancent, on aura bien une aire éducative portée par 2 classes. Et donc, ils vont réfléchir collectivement à comment déjà apprendre à connaître le territoire, ce petit bout de territoire, et mettre en place peut-être quelques actions par la suite. Donc, c'est bien à l'extérieur de l'établissement. Et actuellement, on a des aires éducatives du CE2 jusqu'au lycée. Cette année, on a eu notre premier lycée en Normandie lancé à Caen. Et on a même un IME, un institut médico, je ne sais plus. Médico-éducatif. Ouais, Merci. je crois. Qui s'est lancé du côté de Cantleux. Voilà. Donc ça se développe, ce sont des projets qui se développent un peu partout en Normandie avec les différents types de publics. Donc comme je viens de vous le dire, donc je me répète, donc ça part du CE2, on passe après au cycle 3, cycle 4 et au lycée. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur un public de second degré, de premier degré, excusez-moi. Donc les photos, c'est pour vous montrer que on peut avoir différents types de milieux et que quel que soit l'âge des élèves, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un projet collectif et où l'élève est vraiment au cœur de la décision et du projet. Alors, un petit historique des aires éducatives. Le concept, il est né en 2012 dans les Marquises. Alors, tu me coupes, hein, Nathalie, si tu as des choses à rajouter. Euh, c'est une classe, en fait, qui avait un petit bout de plage à proximité
et qui a souhaité préserver cet espace. Donc c'est vraiment parti justement d'une classe à l'époque qui a souhaité préserver un bout d'espace naturel. Donc ils ont délimité l'espace et puis à la suite, ça s'est développé. En 2016-2017, les sites pilotes, c'est les sites pilotes qui ont été lancés donc en métropole. On a commencé à expérimenter les aires terrestres éducatives en 2018, l'année 2018-2019. Puis après, vous avez quelques chiffres, hein. Ça n'a fait qu'augmenter à partir donc de 2020, où au niveau national, c'est un projet qui a été porté vraiment par l'équipe de l'OFB, qui a une équipe qui s'est agrandie au fur et à mesure. Et de plus en plus, vous voyez, il y a les aires terrestres éducatives, on est passé de 143 à 360 en 2021-2022. Actuellement, on est à plus de 1400 projets actifs au niveau national, donc ça compte avec les dom-toms, et pour 54 aires éducatives normandes. Alors précisément 53 normandes et une d'outre-mer, parce qu'il y a C'est Miquelon qui est vrai, rattaché à l'Académie de Normandie. tout à fait. 53 locales, on va dire. Et Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'est lancé, enfin Miquelon qui s'est lancé aussi Mm. cette année. Donc là, sur cette diapo, vous voyez quelques exemples de délimitations qui ont été faites. En haut, vous avez une aire marine éducative et en dessous, vous avez une aire terrestre éducative. Euh, voilà, cette délimitation, elle est réalisée par les élèves une fois qu'ils sont allés sur le terrain, qu'ils ont recherché, fait des analyses. Ils délimitent l'espace où ils vont faire leur aire éducative. Donc, je vous disais, on a des milieux très variés, chaque aire est différente, chaque espace est différent. Et comme on a des projets qui sont portés par des élèves, eh ben, on n'a pas du tout les mêmes actions sur une aire, d'une aire à l'autre. Alors je me permets d'insister parce que c'est une question qui vient souvent. C'est sur le fait que l'aire éducative en fait se situe à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. C'est quelque chose d'important derrière la démarche aire éducative dont Jeanne va détailler après, mais il y a derrière l'aire éducative, il y a le lien avec les acteurs du territoire. Et ça, c'est indispensable que le site soit situé à l'extérieur de l'enceinte. Et puis, bon, tu donneras les conseils plus tard, mais on a déjà écrit accessible à pied, à vélo, parce qu'effectivement, il faut que ce soit réalisable. Et pour que ce soit réalisable, il faut que ça prenne pas trop de temps pour aller sur l'air et ou que ça soit pas trop cher. Donc, s'il faut prendre le bus, c'est déjà plus difficile, du coup, à mettre en place et on ne préconise pas. Pouvoir y aller à pied ou à vélo, c'est l'idéal. Voilà. Bon, après, on pourra donner d'autres conseils s'il y a des questions. Mais... Alors, pour résumer, donc les enjeux d'une aire éducative, c'est un projet participatif. Donc, il y a les élèves au cœur du projet, mais c'est porté par les enseignants, par la structure accompagnatrice. La commune, les élus peuvent être aussi impliqués et on peut faire appel à tous les acteurs du territoire au niveau naturaliste pour intervenir. Donc on a vraiment voilà, des notions donc connexion à la nature. On remet l'élève dehors pour qu'il s'approprie son territoire. On forme de futurs éco-citoyens puisqu'on a toujours cette notion de préservation et de mettre en place des actions pour préserver cet espace. Donc il faut être force de proposition aussi. Ils sont impliqués dès le début du projet. On est vraiment sur de l'expérimentation et en même temps de la théorie. Et ça permet effectivement quand on parle de conseils, on verra tout à l'heure, il y a la mise en place des conseils de la terre ou de conseils de la mer. L'élève prend conscience de voilà, comment ça se passe un conseil, qui parle, un président de séance, secrétariat. Voilà, c'est des notions qu'il faut faire passer aussi dans ces moments-là. Alors, présentation de l'équipe du GRAE. Alors, je répète, le GRAE, c'est le groupe régional des aires éducatives.
et quelques chiffres des aires en Normandie. Alors, au niveau national, les aires éducatives sont des projets, c'est un projet qui est porté par 3 ministères, l'éducation nationale, l'écologie et le ministère des Outre-mer, puisque ça a commencé en Outre-mer, et c'est piloté par l'OFB. Il y a une équipe nationale qui coordonne tous les projets en lien avec les groupes régionaux des aires éducatives. Donc chez nous, en Normandie, donc on a l'OFB qui est représenté par Nathalie Chevalier et Jeannie Guénon. Au niveau académique, on a Patrice Favier euh, qui, euh, qui fait partie du GRAE. Alors comme vous voyez, c'est le chef de mission académique au niveau EEDD. On a la DREAL aussi qui fait partie du groupe régional des aires éducatives, représenté par Pierre-Alexis Barbier. Et dans ce groupe, on a aussi donc ceux qui animent, donc l'OFB avec Nathalie et le GREN Normandie. Donc Nadège Carlier, c'est la directrice, et donc moi je suis missionnée par le GREN pour animer avec Nathalie. Donc ce groupe, il est là pour instruire les nouvelles demandes d'inscription, euh, pour regarder les labellisations, on en parlera tout à l'heure. Il suit aussi l'information nationale pour communiquer. Voilà, on décide en groupe, ensemble, euh, comment transmettre l'information aux différents réseaux. Et l'objectif, c'est de déployer les aires éducatives quand même sur le territoire normand. Alors, 53 aires. On ne voit pas celle de Miquelon, effectivement. Je n'ai pas mis sur la carte. 53 aires éducatives actives en Normandie. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. En Seine-Maritime, vous voyez qu'il y a quand même un fort développement des aires éducatives depuis déjà l'année en la rentrée 2024. Ça a été quand même, il y a eu un fort taux de création sur le territoire. Merci Adeline. Et on voit qu'après, c'est un petit peu dispersé partout en Normandie. Euh, voilà, c'est majoritairement dans la Manche, par exemple, on a majoritairement des collèges. En Seine-Maritime, c'est essentiellement des écoles primaires. Donc l'objectif, c'est d'en avoir encore plus. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur la méthodologie. Comment monter une aire éducative. Donc là, je vais vous présenter le concept. Et voilà, Adeline interviendra, Nathalie aussi, sur les différentes étapes. Donc je répète, mais c'est hyper important. On est bien sur une zone définie en dehors de l'établissement, donc accessible à pied ou à vélo. Et c'est un projet qui est porté par un trio d'acteurs. On a un enseignant avec sa classe, avec ses élèves, qui est motivé pour porter le projet. Il faut qu'il trouve une structure accompagnatrice qui puisse l'accompagner sur plusieurs années, puisqu'on est sur un projet sur le long terme. Donc généralement, c'est une structure en lien avec la préservation de l'environnement local, que vous connaissez peut-être déjà, hein. Donc c'est bien de la définir avant de se lancer, de faire déjà du lien avec la structure accompagnatrice avant de lancer la démarche, puisqu'il faut être sûr qu'elle puisse être disponible en termes de temps, puisque c'est un accompagnement, surtout sur la première année, qui nécessite beaucoup de présentiel. Et bien sûr, le troisième trio d'acteurs, c'est la commune qui va mettre à disposition l'espace et qui va participer à différentes échelles. Voilà, je sais qu'il y a eu des interventions d'élus en classe pour parler cadastre, pour parler urbanisme, voilà, pour voir aussi comment ça se passe un conseil municipal. Voilà, c'est une forte plus-value d'avoir la commune qui fait partie du projet, ou en tout cas qui est mise au courant dès le début, même avant le début, ça serait bien.
Alors, on me pose déjà une question, on Oui. peut déjà répondre sur le est-ce que l'aire peut être situé sur un terrain privé? Parce qu'avec là, on a mis l'accent sur le fait que la commune, c'est un ça peut être un partenaire fort dans le sens où il peut notamment mettre à disposition peut-être des sites. C'est plus facile effectivement quand c'est un site de la commune ou quand c'est un site public, d'une autre structure type, espace naturel sensible hein, ou autre. Ça facilite les choses pour l'accès tout simplement. Et puis après aussi pour peut-être mettre en place des actions sur, précisément sur le site. C'est p un site privé, c'est possible. En Normandie, il y en a pas aujourd'hui pour l'instant. Ça existe, hein. Par contre, l'idée étant que le projet dure le plus longtemps possible, il faut être sûr que, le site privé, il y aura du coup la possibilité, que ça dure dans le temps, l'accord avec, le propriétaire privé. Il faut aussi, s'assurer que, le propriétaire privé, en question sera à l'écoute, du projet. Il sera bien impliqué dans les échanges avec les classes, les élèves, et sera attentif aux propositions qui seront faites par les élèves. Voilà. Il y a pas d'interdiction du tout, c'est des préconisations et c'est vrai que c'est classiquement plus facile de faire ça sur un terrain public. Bah, sur le littoral, c'est simple, mais effectivement, sur les milieux terrestres, effectivement, c'est possible, mais nous, pour l'instant, il y en a pas en Normandie, en tout cas. Non, pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Heu, donc c'est possible, mais on n'a pas d'exemple, aujourd'hui à Ouais. présenter. Ou Et je même vais au me niveau permettre national, j'avoue que Mmh. je Je vais me Madame permettre Anguisse? Mmh. d'intervenir sur le fait que ce soit accessible. On dit à pied, à vélo, clairement pour les écoles élémentaires, étant donné que le vélo nécessite un accompagnement, une structure assez, d'avoir fait passer le savoir rouler, d'être sûr d'avoir suffisamment d'accompagnateurs, clairement, je le conseille pas. Ça oblige à prévoir des accompagnateurs extérieurs, des parents suffisamment en nombre et suffisamment en avance systématiquement pour sortir, ce qui complexifie un petit peu la chose. Et puis pour rebondir sur le fait que ce soit un terrain privé ou un terrain communal, étant donné que le choix revient aux enfants, la décision revient Mmh. aux enfants, partir sur un terrain privé, ça veut dire que déjà avant, il a fallu avoir fait toutes les démarches et donc on induit déjà le choix des élèves. Et puis après pour le lien avec la commune, oui, il faut que la commune soit prévenue en avance parce que ça amène plein de choses. Il y a certaines communes, je vois, c'est, sur Le Havre et puis du coup sur Montivilliers où, c'est quelqu'un de la commune qui est, la structure accompagnatrice. Ce qui peut être très intéressant d'abord parce que c'est alors sur Le Havre, il est, mandaté un peu pour ça. Sur Montillier, non, c'est le référent, le responsable d'espace vert, mais c'est très, très utile, ne serait-ce que pour qu'ils sachent, pour qu'ils aient aussi des propositions de terrain auxquels on n'a pas forcément pensé. Puis ils sont au courant aussi s'il va y avoir des travaux à côté qui vont, gêner l'accès. Donc oui, le premier lien, c'est la commune, mais il faut que l'enseignant, l'école, soit partant. Enfin, soit vraiment moteur et à y chercher. tout C'est à pas fait. forcément. Si ça vient de la commune et vers les écoles, ça fonctionne moins bien. Et C'est alors, c'est vrai. aussi une précision, c'est, je sais pas si j'ai pas tout écouté parce que je regarde les messages en même temps à côté. C'est écrit là sur, le diaporama que c'est l'enseignant. Bien sûr, il faut au moins un enseignant pour porter le projet, mais c'est souvent, quand même des projets portés par plusieurs enseignants en même temps. Il y a souvent un travail d'équipe qui se met en place, pas toujours, hein, mais c'est, voilà, c'est souvent, voilà, il y a un professeur moteur dans tous les cas. Et quand il y a plusieurs enseignants qui sont motivés et qui portent le projet, c'est encore mieux et encore mieux quand il y a la direction qui est vraiment investie, voilà, quand ça devient un projet d'école, c'est parfait. Et c'est ça, et Voilà. d'où l'intérêt aussi que la commune, elle soit investie parce que Mmh. dès qu'il y aura une proposition de la part des élèves, heu, la commune, elle sait de quoi il s'agit, elle connaît le site, elle connaît, bah, l'investissement, des élèves
ce qu'ils ont fait au courant de l'année. Et donc, c'est plus facile pour eux d'intervenir aussi. Voilà. C'est vrai qu'à Montivilliers, ça n'empêche pas l'intervention d'une association, en Complètement. tout cas d'une structure en lien avec la préservation de l'environnement pour le côté plus naturaliste. À Montivilliers, tu me dis, Aline, si je ne me trompe pas, mais Oui. je sais que c'est la CP, une association qui vient intervenir de temps en C'est temps. ça, notamment parce que le responsable des espaces verts, il a surtout son travail. C'est quelque Mm. chose que la mairie qui est partante dans ce projet-là lui donne quelques heures, mais pas de là à intervenir sur 2 classes toute l'année, voire plusieurs années. C'est pas possible. Mmh. C'est ça, c'est vraiment un travail Mmh. collaboratif. Alors, je Je vois voulais quelques juste questions. rebondir à la question d'Emmanuel Petit. C'est pas porté par les CPCE1. Par contre, c'est évident que toutes les classes d'une école en profitent, puisque les grands peuvent présenter le travail, les plus petits peuvent aussi se rendre sur l'aire. C'est vraiment un projet qui profite à tous les élèves. Oui, c'est ça. Les CPCE1, ils peuvent pas. Astrid a répondu hein, dans le message, mais le CPCE1, ils peuvent pas porter le projet, être porteur du projet officiellement, mais ils peuvent bien sûr être intégrés à la gestion avec les plus grands, quoi. Tout à fait. Je continue. J'essaye. Hop là. Alors, une méthodologie par étape. Surtout la première année, il va falloir déjà s'approprier la méthodologie, comment ça fonctionne. Donc, on vous donnera les dates tout à l'heure, mais effectivement, vous pouvez commencer votre ère éducative dès le mois de septembre pour déjà présenter le dispositif aux élèves, puisque c'est bien d'avoir un enseignant moteur, mais c'est bien aussi que les élèves soient tout à fait partants. Alors très rapidement, il va y avoir effectivement le choix de la zone. On détaillera après les différentes étapes. Le choix de la zone, alors vous voyez, on a mis des petits drapeaux. Ce n'est pas, vous ne devez pas choisir la zone. Ça peut prendre du temps. Ça peut être sur plusieurs mois. Vous pouvez visiter plusieurs sites. Les élèves peuvent prendre le temps de choisir le site. Euh, on Si a eu tu me des exemples. permets, Voilà. Pardon. Jane, Excuse. si tu, voilà, là, Vas-y. notamment sur les 5 projets, j'ai une classe qui a décidé très très vite parce que c'était une évidence pour les enfants. J'ai encore trois, trois projets où c'est encore en lien, savoir lequel ils hésitent encore entre deux et ils sont dans le détail des plus et des moins de chaque lieu pour choisir le mieux. Donc, le choix de la zone, il peut être fait le tout, c'est qu'il arrive sur la première année. Ça peut prendre du temps, notamment parce que c'est un choix des enfants. Et C'est comme tout ça. choix des enfants leur demande du temps, il faut qu'ils enlèvent leur côté affectif, là, notamment sur une des écoles. C'est parce qu'il y a un des 2 lieux qui, pour nous et pour la référente nature, c'est pas un choix qui serait judicieux, mais pour eux, c'est affectif. Il est juste à côté. Il y en a certains qui habitent à côté. Ce sont des enfants qui ont un petit peu qui font un peu de lobbying. Donc là, on est allé sur des critères très, très, très précis de la quantité, de la diversité. Et le choix, ben, j'y vais demain. Je viens faire avec eux le Conseil de la Terre pour faire le choix. Et on est vraiment parti avec l'enseignante. On a enlevé tout le côté émotionnel. Et tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de CPCE1 aussi parce que ça demande des qualités de prendre des décisions à plusieurs, des choses qui impliquent pas que leur quotidien et qui leur demandent de faire attention et de tenir compte de plein, plein de paramètres. Et pour avoir fait plusieurs conseils de la Terre en CE2, c'est pas évident. Là, j'ai des CE2, CM1 et CM2. C'est plus facile avec des CM1, CM2 qu'avec des CE2. Mais ça se fait. Hein. Ils sont complètement partants dedans. C'est ça. On verra tout à l'heure, effectivement, après si on suit la méthodologie, après les outils, chacun trouve ses outils, sa façon de faire aussi, pour que les élèves s'approprient le projet. Et effectivement, le choix de la zone, là, c'est un drapeau, mais le drapeau, oui, ça peut durer plusieurs mois. Ensuite, sur plusieurs années, ben, on a l'étude de la zone. Euh, bah, maintenant qu'on l'a choisie, ben, il faut savoir pourquoi elle est intéressante. Ça peut être
des inventaires participatifs sur les papillons, les vers de terre. Et, voilà, les thématiques, c'est les élèves qui choisissent. Et au bout d'un moment, eh ben, on décide ensemble, lors d'un conseil de la Terre, de mettre en place des actions de gestion. Alors attention, sur de la gestion simple, euh, ça dépend de leurs idées aussi. Des fois, c'est juste mettre en place un nichoir à un endroit où on a observé telle espèce. Des fois, c'est la mise en place de panneaux. Voilà, il y a plusieurs types d'actions. C'est vraiment notre rôle en tant que structure accompagnatrice ou d'enseignant de réussir à être à l'écoute de leurs idées et de réussir à les mettre en place. C'est un projet qui va se poursuivre sur plusieurs années. Une fois que la première année, effectivement, il y a le choix de la zone et la délimitation de la zone, et ben ensuite, on passe le flambeau d'une classe à l'autre. Généralement, ça se fait en juin-juillet pour le premier degré. Ils présentent le projet à la classe d'après, à la future classe euh, qui va prendre le relais. Ça peut être présenté à l'ensemble de l'école pour montrer tout ce qui a été fait, hein. Plus il y a de la communication autour du projet, mieux c'est. Et c'est aussi le moment où le passage de flambeau, on va donner envie aux futurs élèves de dire, bah, voilà, on a commencé ce travail-là, faut continuer derrière. Je me permets d'intervenir justement par rapport à ça. J'ai déjà eu des retours d'accompagnateurs. C'est là tout l'intérêt en fait d'avoir un lien avec les plus jeunes, donc CP, CE1, voire avant. Parce que quand ils arrivent pour reprendre le flambeau, s'il faut reprendre tout au début, au niveau de l'identification des espèces, et cetera, s'il n'y a pas vraiment eu avant d'apprentissage là-dessus, ça fait que la gestion de l'aire éducative, elle reprend toujours, au début et c'est bien qu'il y ait une continuité, en fait et c'est vraiment un parcours de l'élève, qui commence avant le cycle 3. Alors, sur la première année, on montre que, oui, effectivement, le choix de la zone, ça peut être un objectif de première année. Euh, on- Pas besoin de rentrer dans vraiment le détail d'un état des lieux dès la fin de la première année, puisque ça va déjà mettre du temps, voilà, de choisir le site. Euh, je vous ai marqué avoir des objectifs modestes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre trop la pression non plus la première année. Si vous avez choisi une zone avec les élèves, que vous avez réussi à mettre en place vos conseils de la Terre et que petit à petit vous vous appropriez l'espace, c'est déjà très bien. On n'a pas besoin à la fin de la première année d'avoir déjà des actions de gestion concrètes, pas de fauche, enfin voilà, fauche tardive, etc. Ça peut être fait par la suite. Adeline, est-ce que tu veux intervenir sur cette partie-là, par exemple, pour présenter ce que tu as Je remets mon fait son. Alors sur la première partie, ça prend vraiment ça prend vraiment du temps. Et il faut prendre le temps pour que les enfants choisissent vraiment le lieu et clairement qu'ils se rendent compte aussi ce qu'on attend d'eux, ce que c'est qu'un espace nature. Là, je vais prendre un exemple concret. Sur les 5, on a fonctionné de la même manière en leur demandant de définir quels étaient les endroits dans le village ou dans leur zone. Parce que comme par exemple sur Montivier, il y avait Montivier-Bar et Montivier-Haut, on va dire ça comme ça. Autour de l'école, quelles étaient les zones qui pourraient être. Et sur 5 projets cette année, j'en ai quand même eu 3 qui ont donné le terrain de foot comme espace possiblement pour une aire terrestre. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un gros travail sur ce que c'est que la biodiversité, quel intérêt ça a. Bon, après, quand on commence à détailler, très vite, il abandonne l'idée du terrain de foot, mais c'est quand même la première qui vient. Donc il y a un gros travail avant sur la définition de ce que c'est qu'une aire terrestre, qu'est-ce que ça va amener, que c'est pas d'installer tout un tas de choses, au contraire, c'est la préserver ne veut pas dire installer différentes choses. Et je rebondis sur tout à l'heure le lien avec la mairie. Généralement, ça les rassure aussi, la mairie, parce que quand ils commencent à comprendre que l'objectif n'est pas d'installer plein de choses ou de mettre plein de panneaux et autres,
déjà ça calme un petit peu. Tout à l'heure, il y avait sur le fait que j'ai vu dans le chat sur le lieu privé que c'était un endroit, que ça faisait 3 ans que c'était le lieu de la classe dehors. Bah, c'est à réfléchir avec la lue. Ça, là, en effet, ça pourrait être un endroit intéressant pour être une aire terrestre, mais il faut vraiment que le propriétaire soit engagé et accepte que ce soit renouvelé tous les ans. Voilà. Et Merci. sinon, pour le choix, nous, on a des fois, dès le départ, plusieurs lieux qui, on se dit, ça pourrait être intéressant. Les enfants en ont d'autres et ils ont vraiment besoin de temps pour les observer, pour enlever le côté affectif et vraiment aller sur de l'observation scientifique des lieux et de voir lequel est le plus intéressant. Merci Adeline. Donc voilà, la rencontre avec le terrain, effectivement, c'est bien en amont, ce que disait Adeline, avant de se lancer, effectivement, avec la mairie, de présélectionner des sites qui sont justement accessibles, proches de l'école, qui répondent aux critères, on va dire, de distance. Est-ce que c'est accessible, qui sont sur un alors privé ou public, ça va dépendre effectivement. Là, on est plus sur du public pour se faciliter aussi le travail et on leur offre comme ça, on leur offre dès le début quand même un panel de sites qui vont pouvoir exploiter. Donc sur le diapo, là, je vous ai mis un lien, vers, des fiches techniques. Effectivement, je vous l'enverrai, par la suite. Tout ça, c'est sur le wiki, de l'OFB national, où vous avez, des fiches techniques. Voilà, ils ont essayé de capitaliser au maximum, tout le travail qui a été fait depuis, plusieurs années pour créer des outils, qui vous permettent aussi plus facilement de prendre en main, le dispositif et donc pour choisir le site, voilà, vous avez une fiche atelier. Il y a, il y Oui, a pardon, une excusez-moi. question qui a été posée là, mais en fait, Oui. elle m'a été posée, mais je pense que c'était destiné à vous. C'est en termes de sécurité, y a-t-il un cahier des charges à respecter pour le choix du site? Alors, là, j'avoue que moi personnellement, que j'accompagne aussi des aires Ouais, éducatives, je pense qu'Adeline, ouais. si tu veux, Ben, globalement, les sécurités, c'est comme lorsqu'on emmène des élèves en sortie ou en classe dehors ou même sur une sorte, enfin, peu importe, les règles de sécurité, elles sont les mêmes. Il faut qu'on puisse laisser les enfants sur la zone et aller observer, prendre des informations n'importe où sur la zone sans à aucun moment qu'ils soient en danger, mais ça ne veut pas forcément dire que la ça se zone fait pas. est visible de partout. Si c'est un petit bout de bois, C'est ils vont ça. pas forcément être visibles partout, mais par contre, il faut qu'elle soit délimitée, un peu comme la classe dehors. Et je pense qu'on ne l'a pas dit au niveau de la surface dans le site sur les aires terrestres. Ils disent que globalement, on envisage au maximum l'équivalent d'un terrain de foot. C'est ça, Jane, c'est ce que j'ai lu plusieurs fois et globalement, Oui, oui, il faut pas que ce soit effectivement trop c'est grand, ça. Il ne faut pas non plus ça que ce fait soit trop grand parce que ça amène des observations et des actions énormes. Il faut que ça reste modeste. J'aurais peut-être pas les mêmes consignes pour une aire terrestre pour un lycée, mais là, ça reste des élèves de CE2, CM1, CM2, et il faut qu'ils soient en sécurité, mais aussi que ce soit pas trop énorme pour eux et que ça leur semble insurmontable de s'investir dedans. C'est ça. Moi, j'ai une aire éducative, qui est le long d'un fleuve. Il y a un chemin, ça fait 3 ans qu'on est en action. Je n'ai aucun élève qui est tombé dedans pour l'instant. Donc voilà, après, ils ont tout l'espace à côté du fleuve qui est ouvert. C'est effectivement, voilà, c'est les mêmes critères quand on est en Mm. sortie, bien rester sur le chemin, mais voilà. J'espère que ça répond à la question. On pourra en discuter aussi tout à l'heure sur le choix du site.
Généralement, voilà, c'est des friches, c'est des espaces enherbés, il se passe pas forcément grand-chose dessus, voilà, c'est pour ça que contacter la mairie, ça peut donner aussi des idées, mais questionner les élèves, en début d'année, ça donne aussi des idées, eux, qu'on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent aussi leur territoire, ils y vivent, et ils vont peut-être avoir une idée, de dire: «Bah, oui, mais cet espace-là, par exemple, nous, on y passe souvent, il se passe rien». Ah bah oui, c'est public et il se passe rien. Et bah, voilà, on peut aller voir aussi ce qui se passe. Faut présélectionner des sites, mais en même temps, faut pas fermer la porte à leurs idées en début d'année. Voilà, donc là, sur le diapo, vous avez, un exemple, en fait, de 2 sites où, bah, ils ont, évalué. Comme l'a dit tout à l'heure, Adeline, on enlève le côté, émotionnel et bah, on se concentre sur des critères. Voilà, est-ce qu'il y a de l'activité humaine? Est-ce qu'il y a des routes qui passent? Est-ce qu'il y a des haies? Voilà, est-ce qu'il y a de la biodiversité quand on y allait? Qu'est-ce qu'on a observé? On compare les 2 et là, on est vraiment sur, bah, il y a un site qui est plus intéressant que l'autre et là, je vous mets effectivement que envoyer un courrier, à la mairie, pour obtenir l'autorisation de faire une aire éducative dessus et là, c'est plus simple si vous avez déjà intégré la mairie dès le début, ils seront pas surpris d'avoir ce courrier et il y aura une réponse rapide, voilà, c'est les élèves qui écrivent donc et en plus, ils sont responsables de leur aire éducative. Voilà, il y a eu encore il y a des choses, des outils développés comme, des courriers, voilà, types, des courriers types, pour demander l'autorisation, ça vous pouvez trouver aussi sur le wiki. Alors, on vous a parlé plusieurs fois des conseils des élèves. Conseil de la terre, conseil de la mer, en fonction de si c'est une aire terrestre ou une aire marine. C'est, un élément central. On a dit que c'était l'élève qui devait, choisir, qui devait mener le projet. Bah, il n'est pas tout seul, heureusement. Ils ne sont pas tout seuls, il y a l'enseignant et la structure accompagnatrice qui vont aider à animer ces temps, ces conseils. Voyez, l'objectif, c'est de réfléchir sur le projet et de faire avancer, une fois que le site est choisi. Bah, déjà, il y a un conseil de la terre pour choisir le site. Il peut y en avoir plusieurs s'il y a une décision difficile à prendre. Voilà, comme Adeline disait tout à l'heure, ça peut prendre du temps, donc on peut faire plusieurs conseils de la terre sur cette thématique-là, sur cet objectif-là. Ça peut être, le choix quelle thématique on va aborder sur l'aire éducative. Est-ce qu'on va travailler nous, on voudrait travailler sur les papillons, nous, on voudrait travailler sur les oiseaux de jardin. En fonction de l'espace, c'est voilà, les conseils des élèves, c'est à ce moment-là qu'ils vont discuter ensemble de ce qu'ils veulent faire sur leur aire terrestre éducative. Le conseil élargi, c'est un peu moins fréquent et c'est là qu'on va inviter, par exemple, un élu. L'élu à l'urbanisme qui va venir, expliquer, comment il travaille, si c'est, je sais pas, si c'est dans un bois, qui est géré par l'Office national des forêts, est-ce qu'on peut inviter, le garde, forestier pour qu'il vienne parler de son métier? Voilà, c'est des conseils un peu plus, conséquents, mais avec une thématique bien précise et c'est pas aussi régulier. Hop, je continue. Donc il y a des fiches, animation de conseil. C'est ce que disait tout à l'heure Adeline. Généralement, pour un conseil, on va cibler, on va identifier, un président de séance, un secrétaire pour prendre des notes, un ou plusieurs secrétaires pour prendre des notes, et un gardien du temps. Voilà, il peut y avoir plusieurs rôles, distribués et bah, l'objectif, c'est que ce soit quand même, structuré pour pas que ça parte dans tous les sens et c'est là que c'est aussi notre rôle de les aider, de les accompagner au mieux pour que ça se passe, que ce soit, qu'on ait un résultat à la fin de ce conseil. Ouais, est-ce que l'objectif c'était, de définir, combien de fois on va sortir, le mois prochain? Et bah, j'ai déjà, en tête, des dates, voilà, on travaille ensemble et on les aide à monter le projet au fur et à mesure. Ça, c'est une, fiche type, hein, qui est disponible. Rien ne vous empêche de créer votre propre, compte rendu de conseils, ça peut être, visuel, ça peut être, une affiche, voilà, c'est un format qui vous correspond et qui correspond aux élèves aussi.
Oui, je peux intervenir, Céline, là, sur le Conseil de la Terre. C'est assez compliqué pour les enfants d'être président, secrétaire, forcément. Donc, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Et là, sur les 5 R, à chaque fois le premier, donc j'ai été la présidente pour présenter vraiment l'ère terrestre et savoir ce que c'était. Et après, ça a été souvent l'enseignant. Le poste de président avant le CM2 est un peu compliqué, surtout en début d'année. Il leur faut un petit peu plus de temps. Et puis, il faut aussi, ça dépend aussi si c'est une école qui a l'habitude des conseils de coopérative, par exemple. Une classe qui a l'habitude des conseils de coopérative, un conseil des élèves, conseil de la terre, conseil de la mer, ça va se faire beaucoup plus facilement pour l'enseignant aussi. Et après, sur les secrétaires, à chaque fois, ils étaient plusieurs. Et comme il y avait, des fois, on a plusieurs points, c'était des secrétaires différents. Ça permet, d'être à plusieurs à s'entraîner. Et puis, c'est aussi que en CE2, devoir savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut retenir, ça reste quelque chose de compliqué. Donc, en étant deux et sur vraiment une période très courte, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, voilà, les enseignants le savent. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est pas parce que sur le wiki, donc il y a il y a vraiment plein de ressources. Mais comme c'est quelque chose qui va du CE2 au lycée, faut aussi adapter les CE2, CM1, CM2, ce sont les plus jeunes dans les possibles gestionnaires d'une aire terrestre. Donc, bah oui, c'est notre rôle d'enseignant d'adapter, mais c'est vraiment un projet qui est interdisciplinaire au maximum et qui fédère des élèves même très, très éloignés de ce que c'est que la nature au départ. Franchement, on a sur les 5 écoles, même certains au début, savoir ce que c'était qu'un espace nature, ça nous a déjà fallu plusieurs séances avant qu'ils comprennent. Mais là, ils sont tous à fond dans le projet. Oui, c'est ça, il y a quand même, c'est des projets où on a une évolution, on voit une évolution très, très, enfin, tout au cours de l'année de l'élève, comment il s'investit dans le projet. Alors c'est vrai que nous, on vous donne des conseils, vous avez des fiches types, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre le guide méthodologique ou la fiche type compte rendu. C'est vraiment des idées, des conseils, mais comme l'a dit Adeline, chaque élève est différent et c'est à vous aussi de trouver la façon de fonctionner qui vous corresponde. L'important, c'est quand même qu'on ait un résultat, en tout cas un support qui nous permette d'assurer un suivi par Mm. la suite. Est-ce que, je vous dis, est-ce que c'est juste une affiche ou c'est des mots-clés ou c'est une décision globale? Voilà, c'est sous la forme que vous souhaitez. Alors, donc, la chronologie du projet avec la classe, donc, c'est les différentes étapes un peu plus détaillées par rapport à la frise que je vous ai mise tout à l'heure, sachant que voilà ce qui est marqué, la temporalité peut varier. On n'est pas, il faut obtenir ce résultat-là en une année. C'est pour vous montrer les différentes étapes et comment, voilà, l'état des lieux, il va durer assez longtemps. Euh, la découverte du site, bah, ça va durer du temps aussi. Le choix de l'air, ça met du temps aussi. Voilà, il faut aussi s'autoriser à prendre le temps. Pas se fixer des objectifs inatteignables dès la première année parce que ça peut frustrer et c'est pas l'objectif. Voilà, l'objectif, c'est de faire durer ce projet le plus longtemps possible avec l'élève au cœur. Vous voyez, la méthodologie autorise le tâtonnement. C'est ça, on n'est pas obligé de tout réussir du premier coup. Voilà, moi j'ai une aire éducative que j'ai lancée l'année dernière. On n'a pas choisi le site, on n'a pas réussi à choisir le site. On a choisi un site, mais la mairie nous a dit ben, on va faire des travaux. Et puis ça, on n'est pas malheureusement. Si j'avais pris contact avec la mairie avant, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce souci-là. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de mener l'année. L'important, c'est de respecter les grands axes de la méthodologie. Voilà, pour donner quand on remplit un petit peu les différentes étapes. Vous avez c'est extrait du guide méthodologique qui est aussi accessible. Alors ça, c'est un petit peu la Bible des aires éducatives.
C'est très dense, mais ça donne plein d'informations. Il y a des retours d'expérience dedans aussi qui sont notés. Voilà, ça peut donner des idées, ça conseille. Et voilà, ce guide méthodo, il est accessible sur le wiki. Hop. Bon. Quelques retours de terrain après, peut-être que Adeline, toi, tu as eu des retours déjà cette année. Clairement, c'est hyper positif, hein, les retours qu'on a sur le territoire. C'est leur projet, c'est leur zone. Ils sont fiers de présenter à chaque fois, que ce soit à la mairie, que ce soit à leurs parents, que ce soit au reste de l'école. Il y a une fierté quand même, du fait d'avoir dit, bah voilà, on connaît ce site, on l'a étudié toute l'année, on y allait régulièrement. Et voilà, il y a une fierté collective et on est vraiment sur de la coopération, l'intelligence collective, le plus possible. Il y a même, voilà, on peut intervenir alors quand on a une commune qui suit du feu de Dieu. Voilà, je vous ai mis, on peut influencer les politiques locales. Par exemple, il y a eu un panneau d'installer dans la commune, sur la route qui passe juste à côté de l'aire éducative. Ils ont installé un panneau zone naturelle ralentissée. Alors là, c'est le Graal, hein, quand, ouais, quand on a la possibilité Et d'installer ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est un vrai panneau de signalisation avec toutes les autorisations en bonne et due forme. Donc, ils ont suivi vraiment les étapes pour aller jusqu'à obtenir une autorisation pour avoir un panneau de signalisation en passant par le conseil départemental, etc., etc. Donc, c'était aussi formateur, je pense, pour tout le monde, et c'est pour les ça. élèves compris. C'est-à-dire que nous, en tant que structure accompagnatrice, comme on doit suivre aussi les idées de l'enseignant, bah, on s'adapte, on propose des choses nouvelles. Voilà, c'est toujours novateur. Un projet fait pas l'autre. Donc, c'est hyper intéressant pour nous aussi d'accompagner ces projets-là. Justement, oh, quelle transition. Ah, le binôme avec la structure accompagnatrice. Donc, on parlait tout à l'heure d'un trinôme, mais c'est vrai que tout au long de l'année, c'est vraiment un binôme qui va porter le projet, l'équipe enseignante et la structure accompagnatrice. Donc, Adeline, tu veux, enfin, voilà, si par rapport au rôle de l'enseignant sur une aire éducative. Bah, alors le lien avec la structure accompagnatrice, oui, il faut bien s'entendre parce que quand même, on va passer pas mal de temps ensemble et la réflexion, elle va se faire à deux. On n'a pas forcément le même regard là-dessus. Alors si je peux juste me permettre, je pense que c'est intéressant aussi que vous contactiez votre CPC. Normalement, enfin au moins en Seine-Maritime, vous avez un conseiller pédagogique référent sciences sur votre circonscription et franchement, enfin là pour je ne vends pas ce qui a été fait, mais ça a permis aux collègues qui sont lancés qu'on discute quand ils avaient un souci sur une organisation. Là, je repense à l'école, enfin à la classe qui n'arrive pas à choisir. Le fait de pouvoir en discuter et de relativiser, donner des petites choses aussi. Et puis, clairement, on en verra après comment on fonctionne avec Sagae pour faire la labellisation. C'est bien d'avoir un soutien pour. Voilà, j'ai vu Astrid qui m'était dire qu'on pouvait la contacter directement dans l'heure. Oui, voilà, c'est l'avantage. Et après, ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par la commune parce que si clairement la copine vous dit ça ne nous intéresse pas, ça veut dire que vous allez en ramer. Et comme c'est quand même un très gros projet qui est absolument passionnant et qui passionne les enfants et qui apprend plein de choses, que ce soit en français, en maths, en sciences, en EMC, en langage oral, langage écrit, enfin c'est extrêmement vaste. Mais c'est quand même mieux quand, on s'entend avec son binôme, qu'on y a réfléchi en avance. Et du coup, le conseiller pédagogique peut peut-être aussi vous donner des pistes parce qu'il a des moyens de trouver celle de la commune ou des environs. Et puis le lien avec la commune, voilà, ça évite
ça évite des déconvenues, comme tu as vu, Jane, sur ton projet de devoir voilà, se dire, bon, ma mince, on arrête, sachant qu'à la fin de l'année, Ah, on on n'a pas passe le arrêté. relais. On n'a pas arrêté. Non, mais on passe Mais le oui, relais oui, à oui, une oui, autre bien sûr. classe. Et pour les enfants, c'est assez frustrant de ne pas avoir, pas avoir terminé. Et puis après, ben, je repense, donc là sur Montivilliers, c'est le référent espace vert de la commune, mais n'empêche que ce sont des associations qui interviennent, qui sont venues, donc ça peut aussi être, bah voilà, là cette année on travaille plus sur les oiseaux, donc on va plutôt faire appel à la LPO, c'est une association nature sur autre chose. Ça permet aussi d'avoir d'autres visions, et c'est pas parce que vous avez une structure accompagnatrice qui est un animateur nature que vous ne pouvez pas faire intervenir ponctuellement d'autres personnes. Exactement, tout à fait. La structure accompagnatrice, comme son nom l'indique, elle vous Oui. accompagne pour mettre en place le projet, euh, voilà, pour justement répondre à vos questions par rapport à qu'est-ce qu'une aire éducative et comment on la met en place, elle est présente au Conseil de la Terre. C'est très chronophage, hein, clairement, l'accompagnement de projet. Tout à l'heure, il y avait une question sur le financement. Oui, c'est du temps qui est financé, qui est payé pour cette structure qui va vraiment être un soutien à l'enseignant pour lui apporter justement, bah, les enfants veulent travailler sur tel sujet, voilà ce qu'on peut faire. Euh, et si moi, j'ai pas la compétence en tant que structure accompagnatrice, je connais l'association ou la structure naturaliste qui va pouvoir effectivement bah, apporter la connaissance sur le sujet. La LPO sur les oiseaux, le groupe Mammalogique Normand si c'est sur les hérissons. Voilà, c'est-à-dire que mon objectif, c'est pas de faire 12 animations dans l'année, c'est de répondre aux attentes des élèves et bah, de faire intervenir. Est-ce qu'il y a la fédération de pêche qui va venir? Je ne sais pas. C'est en fonction des envies. Mais la structure accompagnatrice, elle est présente toute l'année à vos côtés pour toutes les étapes. Donc, même avant de commencer le projet, comme l'a dit Adeline, il faut déjà être en lien, voir si tout le monde est bien d'accord sur les attentes de chacun. Est-ce qu'on se lance? Voilà. Avant de se dire je me lance et puis je cherche une structure accompagnatrice, ça généralement, ça ne marche pas. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure, c'est savoir si la structure accompagnatrice est rémunérée et si oui, par qui? On en parlera. Ok. Ça fait partie de la suite, mais oui, oui, effectivement, sauf si, alors ça arrive, par exemple autour du Havre ou au niveau de la communauté de communes des Falaises du Talou, il y a un service environnement au sein de la communauté de communes ou de la communauté urbaine. Et Non, c'est la ville du Havre. c'est la ville du Havre, voilà, Ouais, c'est c'est la la ville ville du du Havre. Havre qui accompagne. Et donc, Mm. voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas besoin de financement. En plus, ça fait partie de leur mission. Pour des associations, il y a un financement de prévu. On en parlera tout à l'heure. Hop, je finis sur le binôme. Le binôme enseignant structure accompagnatrice partage une compréhension commune du projet, accompagne les élèves sur toute l'année pour construire le squelette du projet, permettre un appui mutuel dans les tâches administratives, et ça, c'est non négligeable. Voilà, ça doit être fonctionnel avant même le début du projet. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est un projet qui est labellisé aire marine éducative ou aire terrestre éducative. Alors, pourquoi un label? Est-ce que tu veux intervenir là-dessus, Nathalie? Oui, je veux bien si tu veux, enfin vous me complétez, hein. Derrière la démarche éducative, il y a la possibilité, de demander, un label en fin d'année scolaire. L'idée, c'est d'apporter une reconnaissance, en fait, au travail, réalisé par les élèves, hein, les acteurs, qui sont impliqués dans l'ère éducative. Pour obtenir, le label, ça se passe, en fin d'année scolaire. Il y a une étape où on fait une demande hein, sur la plateforme où on s'est inscrit au tout départ, quand on a voulu, lancer l'ère éducative. C'est la même plateforme qui s'appelle Sagae.
La labellisation, en fait, elle est étudiée par le groupe régional Aire éducative dont on a parlé tout à l'heure, en collaboration, bien sûr, avec, s'il y a des questions qui se posent, il y a un échange, hein, bien sûr, avec les interlocuteurs, locaux, pour en savoir plus sur ce qui s'est réalisé. Ça permet juste, d'avoir cette reconnaissance et de, aussi pouvoir réorienter éventuellement les porteurs de projets si, finalement ils sont pas trop dans la méthodologie, leur donner des conseils éventuellement pour poursuivre l'année suivante. Ça permet aussi de garder du lien. Voilà. Donc ça, cette labellisation, alors, c'est le GRAE qui fait, la labellisation, qui accorde ou non la labellisation au niveau régional, mais c'est une démarche globale, hein, nationale, ça se passe partout pareil de la même façon. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, quand on fait la demande de labellisation, alors c'est pas obligatoire, hein, de demander la labellisation, c'est fortement conseillé quand même, pour cette reconnaissance-là. Donc la première fois que le label est accordé, la classe reçoit, un drapeau et puis il y a des petits diplômes aussi qui sont donnés aux élèves. Et je sais plus ce que je voulais rajouter. Mais voilà, la démarche, elle est globale, elle est nationale. C'est la même chose pour tout le monde. Voilà, Au même moment. au même Alors, moment. justement, Sagae, la plateforme des aires éducatives. Donc, c'est sur cette plateforme que vous allez faire votre inscription, que vous allez assurer le suivi de votre projet et qui, en fin d'année, vous allez faire la demande de labellisation. Hop, allons-y. Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, alors pourquoi ça ne se voit pas? On voit bien ton écran, en tout cas. Vous êtes bien sur, on est On bien est sur bien sur Sagae? Sagae, là, oui. Eh ben, c'est parfait. Hop, donc vous avez créé mon compte ici, en tant qu'enseignant, vous allez créer un compte enseignant. Je vais vous montrer, moi, en tant que structure accompagnatrice, à quoi ça ressemble. Quand vous arrivez sur la Sagae, vous avez les actualités. Vous arrivez directement sur les actualités nationales. Est-ce qu'il y a un webinaire sur les inscriptions? Est-ce qu'il y a un webinaire sur... voilà, il y a une marraine cette année. C'est la dernière année, il me semble, d'Audrey Dussutour. Donc, il y aura un nouveau ou une nouvelle marraine l'année prochaine. C'est là qu'on va vous donner des informations. C'est là que vous avez le contact justement pour des aires éducatives. Et nous, on va rajouter peut-être voilà, des activités régionales en tant que GRAE. Moi, actuellement, j'accompagne 2 projets. Et quand je vais en tant que structure accompagnatrice, j'ai un accès structure accompagnatrice au projet. Hop, quand je vais dessus, vous voyez, j'ai déjà plusieurs années. Je vais vous montrer par exemple la première année. Il n'y a rien d'écrit. Hop, ça marche mieux. Voilà, j'ai un petit pitch on a dû remplir au fur et à mesure. On a la délimitation de l'aire éducative. On a un petit calendrier qui nous permet d'ajouter des événements. Voilà, donc je l'ai en rempli avec l'enseignant. On s'est mis d'accord parce que voilà, moi je pouvais l'aider à remplir pourquoi ils ont choisi cette aire, etc. Mon année, eh ben, je vais mettre les comptes rendus des conseils qu'on a pu faire. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Quelle organisation? Voilà, là, une aire éducative, qu'est-ce qu'on a pu faire cette année-là? Bah là, cette année-là, on a fait venir un élu à l'urbanisme pour présenter les cadastres. On est apparu dans le conseil municipal, comment ça s'appelle? Le bulletin, excusez-moi, bulletin municipal. On a fait venir Madame le maire et on a pris des belles photos et on est apparu dans le bulletin municipal de la commune pour communiquer aussi, parce qu'il faut communiquer et valoriser le travail des élèves. Et on remplit ça, voilà, moi j'ai rempli ça tout au fil de l'année. C'est accessible, comme ça, j'ai pas besoin de faire ça au dernier moment, tout remplir d'un coup. Les compétences scolaires abordées, bah ça par exemple, c'est la maîtresse avec qui je travaille qui a rempli cette partie-là.
Moi, j'ai plus apporté ma compétence sur le côté naturaliste. Hop. Donc, les inscriptions cette année vont commencer à partir du 1er juin. Donc, jusqu'au 3 octobre. Excusez-moi, j'ai pas remis à jour. Ça sera jusqu'au 3 octobre les inscriptions. Donc si, dès le 1er octobre, vous avez une structure accompagnatrice partante, vous avez, vu avec la commune de désigner plusieurs, sites, présélectionner plusieurs sites, vous pouvez déjà faire votre inscription sur Sagae. N'hésitez pas à rajouter des choses si, hop, trop vite. Coût et financement. Donc tout à l'heure, la question a été posée. Effectivement, la structure accompagnatrice, ce temps d'accompagnement, il faut qu'il soit, financé. Donc ça a été effectivement, ciblé par l'OFB. C'est essentiellement des frais de fonctionnement, de réunion, de coups de téléphone, de conseils de la terre, de visites de sites, surtout la première année. Comme la structure, elle est présente à chaque fois, voilà, on a, effectivement, un coût pour la structure. Pour prendre en charge ce coût, il y a un financement OFB, qui a été, proposé, qui est tu me dis si je me trompe Nathalie, mais qui a été relancé cette année. Heu, alors comme c'est noté, il est à hauteur de 5 000 € pour 2 ans et il est à déposer sur la trousse à projets, qui est une plateforme de l'éducation nationale. Je confirme, du coup, je confirme, ça y est, il est ouvert, enfin l'appel à projet, est ouvert, officiellement au sein de l'OFB. C'est vrai qu'il y a eu un peu de temps là au démarrage cette année à cause des budgets, des budgets d'État et du coup, d'établissement. Mais depuis, le 15 mars, on sait que c'est ouvert et on a, le règlement de l'appel à projet. Donc tout ce qui est écrit ici, est confirmé. Donc c'est à déposer la demande de financement, elle est à déposer en parallèle à, la demande d'inscription sur Sagae. On est sur les mêmes périodes, du 1er juin au 3 octobre. Vous pouvez tout à fait, compléter, cette enveloppe avec des financements locaux. Alors, il y a certaines communes qui proposent en tout cas, d'apporter, une aide, financière ou, de prêts de matériel et cetera. Voilà, après ça c'est, localement, vous avez peut-être des choses, disponibles. Il est tout à fait possible de compléter, hein. C'est pas parce que vous avez un financement OFB que vous pouvez pas demander un autre type de financement. Alors il y a des nouveautés cette année, hein. Excuse-moi, je sais pas si tu as tout dit. Ah bah là voilà, les voilà. Les voilà les nouveautés. Justement. Donc Oui. la trousse à projet, je ne sais pas si, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisée. Donc c'est une plateforme, de l'éducation nationale pour des financements participatifs de projets. Donc l'OFB, national a, demandé, donc depuis l'année dernière, a demandé à la trousse à projet d'héberger en fait la demande de financement, pour les aires éducatives. Hem, on va y aller. Hop. Quand vous arrivez sur, la plateforme trousse à projet, il faut vous, créer un compte, de porteur de projet. Alors moi, je vais me connecter déjà avec, tac. On arrive sur mon compte, donc vous avez des choses à remplir, sur, l'école, votre adresse et cetera et hop, je souhaite monter un nouveau projet et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous avez bien une campagne de financement OFB, aire éducative. Il faut cliquer sur cette demande-là. Si vous cliquez sur l'autre, ça ne pourra pas être validé. Et ensuite, on remplit tout ce qu'il demande. Ça, c'est bien aussi de le faire avec la structure accompagnatrice puisque on va vous demander, un pré-budget et un budget et là, effectivement, vous n'avez pas forcément les informations. Donc cette étape-là,
c'est bien de la faire aussi avec la structure accompagnatrice, qui va pouvoir vous aider à, justement remplir la partie budget et à évaluer, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop précis puisque on est dans une aire éducative. C'est l'élève qui choisit. Donc si on cible trop les actions dès le début, on va vous dire que: «Attention, c'est déjà trop précis». Donc on reste assez, global. Oui, c'est ça, il y a une vigilance, hein, de Mmh la mh. part de l'OFB à s'assurer que les enseignants ont bien compris qu'une aire éducative, c'est pas dès le départ, tout n'est pas, programmé à l'avance, qu'il y a bien, que c'est bien un projet porté avec les élèves et qu'on ne sait pas forcément à l'avance quelles actions au final seront réalisées. Et si le budget est très précis, on voit bien que du coup, l'enseignant n'a pas forcément bien compris la méthode éducative et cetera et ça nécessite d'échanger et avec, du coup, on retourne, on échange avec le porteur de projet, on s'assure qu'il a bien compris, et qu'il y aura bien, du coup, la main sera bien laissée à la réflexion des élèves, qu'il y aura bien, ces temps de décision en commun et cetera. Et on le rassure sur le fait que, si le budget prévisionnel n'est pas précis, ce n'est pas un souci. Voilà, C'est ça. On fait des grandes lignes, mais alors c'est vrai que, Adeline, Astrid, ont mis leur, lien, mais je suis aussi, disponible pour répondre aux questions, justement sur tout ce qui est, remplissage de plateforme, qui peut sembler, dans un premier temps, Un peu. très impressionnant. Pour l'avoir pratiqué l'année dernière, c'est vrai que, voilà, il y a eu, plein de questions. Maintenant, on a un peu d'expérience, donc c'est ça. on peut vous accompagner, beaucoup Mmh. plus facilement. C'est ça, c'était une première année, hein, l'année dernière avec la trousse à projet, donc forcément, tout le monde s'est posé des questions. Il y a des étapes qu'on n'avait pas tous, identifiées, des questionnements qu'on n'avait pas identifiés. Maintenant, on les a bien en vue. On a vu aussi où il y avait eu des erreurs et on sait où il faut apporter du conseil C'est et ça. on a fait aussi remonter des choses qui nous paraissaient pas, adaptées du tout. Il y a eu un gros travail au niveau national avec la trousse à projets pour pouvoir, limiter au maximum, les choses qui étaient pas cohérentes et en tout cas qui pouvaient être des obstacles, importants, notamment le fait, l'année dernière, il y avait une obligation de collecter de l'argent au financement participatif, même si c'était que 100 €, c'était quand même, du financement participatif à Une démarche, collecter, une démarche à faire. Là, cette année, il y a pas obligation, de collecter de l'argent. Voilà. Ça, c'est super. vous Après pouvez le faire si vous on voulez. peut le faire, mais il y a pas obligation. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir l'enveloppe des 5 000 € l'année dernière, il fallait, avoir 100 € en financement participatif. Cette année, ce n'est pas le cas. Vous pouvez juste monter votre projet sur la trousse à projet et vous n'avez pas à communiquer pour obtenir de l'argent. Heu, si c'est validé, si voilà, il y a 2 étapes, il y a un dépôt de pré-projet et après relecture, il y a un dépôt de projet. Si c'est validé, ça ne devrait pas poser de problème. Donc pour des, soucis de justement des choses qu'on a fait remonter, c'est que, certaines écoles n'avaient pas forcément, la possibilité de recevoir les sous directement, ou le CCE, enfin voilà, que ça posait problème. Cette année, si votre structure accompagnatrice, c'est une association, vous pouvez via la trousse à projet désigner l'association comme réceptrice des fonds. C'est-à-dire que c'est elle qui va gérer les sous pour votre projet. Mais c'est elle qui va, avoir l'enveloppe et qui va pouvoir effectivement, plus facilement, gérer cette partie-là, en collaboration, bien sûr. Donc Donc pour info, la trousse à projet, elle est fermée du 15 juillet au 15 août. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer de projet à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que si vous avez déposé un projet avant, il est annulé. C'est juste que, il y a une fermeture, temporaire. Voilà, et pour information, sur les 5 projets, les 5 ont fait la demande et les 5 projets ont eu la subvention, OFB. Donc c'est tout à fait Ça faisable. Donc effectivement, si ça demande une appropriation, du site, je pense que le fait d'avoir enlevé, les 100 € nécessaires, c'est une très bonne chose parce que réussir à mobiliser tout le monde, sur la mmh première période, alors qu'on n'a pas encore trop vu ce que c'était, ça a été quelque chose qui était compliqué. Donc là, Mmh. c'est très bien et voilà, ça se fait. Après, il faut prendre le temps.
C'est pour ça qu'il faut mieux commencer à regarder bien en avance, Tout à heu, fait. Très bonne remarque, Adeline. Si vous mmh, vous y prenez au dernier moment, généralement, c'est-à-dire que moi, je suis disponible tout au long à partir du 1er juin, je suis disponible à votre disposition pour vous oui, accompagner au je mieux. confirme vu le Voilà. nombre de mails qu'on s'est envoyés cet été, je confirme, C'est j'allais être ça et disponible. plus tôt vous êtes confrontés, bah, s'il y a un souci, plus tôt on le sait, plus vite on peut vous aider. Notre objectif à nous, c'est vraiment de déployer, les aires éducatives sur le territoire, donc on va vous aider, le plus possible. Voilà. Je vous ai remis un diapo avec les liens. Alors ça sera, voilà, je vais tout vous envoyer, hein, on vous enverra le support et vous avez à la fin, bah, justement le mail, heu, mon mail, mais Nathalie, y a accès aussi et répond aussi aux mails, quand on a des sollicitations. Heu, donc c'est vraiment l'adresse mail qu'il faut privilégier pour entrer en contact avec nous. Après avoir vu avec les conseillères pédagogiques, bien sûr. Si elles sont pas dispo, hop, vous pouvez venir nous voir. Alors, si personne, n'a rien à rajouter, on arrive sur le temps d'échange et je vais sortir, du partage de connexion. Je vais laisser un petit peu, cette, diapo-là pour que vous puissiez, noter si certains souhaitent, la noter tout de suite et on va, rentrer, hop, dans la période d'échange. Alors, il y a eu des questions tout au long, de la visio. On va essayer de répondre au fur et à mesure, mais on a peut-être oublié des questions, donc Donc voilà, ceux qui c'est sont ça. frustrés, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez lever la main. Alors moi je dis ça, mais j'ai jamais réussi à trouver Ah, il faut aller le dans bouton. réagir. Hop, et je vais quitter le partage. Hop. Alors là, il y a une question. Si on met en place aussi des intervenants ponctuels en plus de la structure accompagnatrice, est-ce que c'est cette dernière qui paiera l'autre structure si c'est elle qui a les fonds? Bah oui, forcément du coup. Oui, la structure accompagnatrice, si elle reçoit les sous, si elle est réceptrice des fonds, c'est plus Mmh. joli comme mot. En fonction du projet que vous allez faire, elle va, évaluer effectivement, bah, elle va évaluer son temps d'accompagnement. Bah, combien il va rester, quelle enveloppe il reste et comment on va l'utiliser cette enveloppe. Parce que l'objectif, c'est pas qu'elle la garde pour elle. Donc si vous faites appel à une structure, qui vous donne un devis, le devis il sera envoyé à la structure accompagnatrice et c'est la structure accompagnatrice qui paiera cette intervention puisqu'elle aura l'enveloppe, destinée à ce projet. Mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est pour ça que en tout cas, c'est plus facile au quotidien de cibler, la structure accompagnatrice comme réceptrice des fonds, Ap puisque les devis, les factures, c'est quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Les suivis de projet, les suivis financiers, voilà, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Est-ce que la structure, accompagnatrice doit avoir un agrément? Bah, c'est fortement conseillé l'agrément, éducation nationale. C'est pas imposé, C'est ça. mais monsieur Favier va vérifier quand même Ouais, et voilà. Mmh. je me permets, dans l'heure, on Ouais. demande un agrément, Mmh. convention agrément à Oui, chaque de fois. toute façon, ouais. Ça, c'est obligatoire chez nous. Voilà, ça dépend des Des territoires, mais mmh. Mmh. effectivement, on s'y approche de plus en plus. Est-ce qu'il y a un catalogue régional des structures accompagnatrices? Il y a pas de catalogue, mais par contre, effectivement, sur le site du Graine, il y a déjà, toute une cartographie des acteurs, donc présents en Normandie qui pourraient potentiellement être, accompagnateurs. Après, on a déjà connaissance de structures qui accompagnent, des aires éducatives dans l'Eure et en Seine-Maritime. Dont on sait qu'elles ont bien sûr les compétences et celles-là, elles sont connues. On peut sans problème, aussi, vous informer de qui accompagne les aires, déjà actives aujourd'hui. Ça, vous Voilà. pouvez nous contacter Mmh. directement sur l'adresse, que je vous ai montrée et même demander, je pense à ce que disait Adeline tout à l'heure, vos conseillères pédagogiques, elles doivent connaître aussi, le territoire. Heu, voilà, on a l'information, mais ça arrive aussi que, vous connaissiez une structure qui n'accompagne pas des aires éducatives actuellement. C'est pas grave, vous pouvez quand même faire l'inscription et nous, le groupe régional des aires éducatives, on va rentrer en contact avec la structure pour justement savoir si, ça fait partie de leurs compétences d'accompagner ce type de projet. Mmh.
Voilà. Et sur Tous la les ans, on découvre des nouvelles structures, hein. Exactement. Ouais. Sur la communauté urbaine du Havre, il y a le plan le PLAN, le plan local d'éducation à la nature, qui peut aussi aiguiller sur Mmh. les associations, les structures accompagnatrices sur ce genre de projet. Et Astrid, pour information, mais je pense que tu es au courant, il y a aussi un plan local d'éducation à la nature qui est en train de se monter sur l'agglo Seine-Heure. Ouais, On je suis dans on le y groupe de on y travail était. C'est un avec groupe? Jeanne. OK. On y était. On s'y est vu. Donc vous pouvez moi je vois qu'effectivement conseillère pédagogique, je ne connais pas les structures, n'hésitez pas à me solliciter moi pour par rapport à votre territoire. Voilà, moi j'ai accès effectivement à toutes les structures et tous les porteurs de projets. Je vais juste répondre qu'effectivement, Anne, tu peux aussi nous demander, voilà, avec le groupe des référents sciences, il y a des membres de ce groupe qui sont vraiment très au courant et qui peuvent te conseiller. Voilà, et on en a déjà parlé en réunion. Je voulais juste faire apporter une précision que j'ai revérifiée là. Vous disiez qu'il y avait une volonté forte pour développer les aires éducatives. Il avait été fixé lors un grand séminaire il y a 1 an et demi, à laquelle d'ailleurs Astrid participait avec moi. Il avait été fixé l'objectif de 18 000 aires éducatives d'ici 2030, sachant qu'on est à 1500. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité avec les changements de gouvernement qu'on a eus, Oui, mais on voit qu'il y a vraiment une volonté très forte de développement. je confirme, c'est toujours d'actualité, C'est oui. toujours d'actualité. Après, ça va mettre du temps. Mais en tout cas, on sait qu'on va nous donner les moyens de le faire. Oui. C'est une bonne nouvelle parce que franchement, par les temps qui courent, c'est un point très intéressant et c'est vraiment fortement soutenu dans le Seine-Maritime par la DAZEN également. Et dans le chat tout à l'heure, il y avait une question sur est-ce que le lieu peut être en ville? Oui, sans aucun problème. Là, je vois sur Montivilliers, les lieux qui sont en réflexion, ce sont des parcs. Donc en ville, on en trouve. On a des exemples d'aires éducatives à Évreux, par exemple, un collège à Évreux, dans le centre Oui. d'Évreux. Voilà, il y a vraiment une diversité Mm. très importante d'aires éducatives et de résultats, quoi. C'est vraiment très diversifié. C'est pour ça que ce sont des projets qui sont intéressants. Sur le long terme, déjà, ça permet vraiment comme tu le disais tout à l'heure, Astrid, le projet de l'élève, parce que c'est pas parce que ça commence qu'en CE2 qu'on peut pas intégrer les autres classes ponctuellement, réfléchir à un projet d'école. Voilà, c'est tout à fait possible. Moi, je voulais rajouter un point au niveau des élus, c'est que dans les quelques cas qu'on a pu accompagner, les élus quand ils sont partis, ils peuvent être vraiment partie prenante parce que c'est extrêmement valorisant pour leur commune. Ils peuvent aussi communiquer là-dessus et voilà, et profiter de l'aire éducative pour mettre en avant la politique voilà, sur l'environnement de leur commune. Donc, c'est vraiment intéressant, voilà, de les impliquer dès le début. D'où l'intérêt du label. Généralement, ils aiment Mm. bien C'est les ça, le communes, drapeau, le c'est label. toujours sympa. Tout Ils à sont fait. toujours contents de nous aider à le mettre en place, le drapeau. Alors, lorsque le terrain est déjà choisi, sans que la réflexion de départ... Alors, il y a des espaces qui sont déjà présélectionnés et c'est vrai qu'il y a un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, Adeline, nous, on aimerait bien qu'ils aillent à certains endroits. Euh, Voilà, j'ai eu le cas ce matin, tu me dis si je me trompe, Nathalie, mais j'ai échangé avec une possible structure accompagnatrice. Et elle m'a dit, j'ai un terrain de 8000 mètres carrés. Alors, l'aire éducative, elle ne sera pas sur l'espace entier, mais le fait qu'ils puissent choisir dans cet espace Mm. un territoire, ça peut effectivement, ça rentre dedans. Enfin, pour moi, en tout cas, ça rentre dans la démarche des aires éducatives. Si on influence trop dès le début, voilà, ça peut effectivement... Ouais, on loupe. Enfin, Oui. des fois, il y a pas de choix. C'est possible. Oui, C'est juste, ça arrive, hein, oui, et ça, on va pas dire, bah non, non, c'est pas possible. Mais
L'idée est de chercher quand même la possibilité de laisser le choix aux élèves au départ, et de participer à la réflexion sur le choix du site. Et c'est une étape importante, dans la réflexion et aussi dans l'appropriation de la démarche. On ne dit pas non, hein. Quand il y a pas le choix, il y a pas le choix, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais, vous pouvez directement intervenir à haute voix, hein, suffit de, réactiver votre micro si vous avez une question à poser, de vive voix. Oui, je vais prendre la parole. Euh, Nous, enfin, avec ma collègue de cycle 1, moi je suis cycle 2, on fait classe dehors. Maintenant, il faut qu'on arrive à convaincre nos collègues de cycle 3 pour l'ère éducative, mais si vraiment ils accrochent pas, nous, on peut pas y avoir accès en fait. Cycle 1, cycle 2, on peut pas prétendre à un projet de cycle 3, enfin un projet d'ère éducative. En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas été possible. Après, moi, je suis pas spécialiste en enseignement, mais j'ai bien entendu aussi Madame Anguy, ce qu'elle disait, hein, sur le niveau scolaire et la maturité des élèves derrière un tel projet. Euh, je sais qu'il existe des fois des cas de possibilité d'expérimenter des choses, mais là, c'est pas à notre niveau qu'on validera. Même le GRAE, n'osera pas valider. Il demandera au niveau national si on lance une expérimentation sur le sujet. Voilà. Mais normalement, c'est plutôt jusqu'ici, c'est jusqu'à l'année dernière, nous a toujours répondu non. C'est descendu au CE2. Avant, c'était à partir du CM1, hein. Mm. Ça fait 1 an ou 2 ans que c'est ouvert à partir du CE2. Mais il n'y a pas eu de possibilité de lancer officiellement une démarche d'art éducative uniquement à partir d'une classe de CP, CE1. Par contre, il y a beaucoup de projets, hein, où il y a bien sûr des classes de CE2, CM1, CM2, avec aussi des plus petits qui participent. D'accord, merci. J'ajouterais que, il y a, d'autres projets qui peuvent peut-être répondre aussi, alors c'est pas c'est pas lors de cette, visio qu'on va en parler, mais vous pouvez, vous renseigner sur l'école du dehors, savoir voilà, ça peut être, un premier pas pour, inciter vos collègues peut-être à voilà, mettre en place l'école du dehors sur vos classes et puis derrière, leur dire: «Bah, voilà, sur votre niveau, il y a les aires éducatives, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble», voilà. C'est, un autre dispositif différent qui est pas porté par l'OFB, mais, qui peut être, aussi, très intéressant à mettre en place. Tout à l'heure, dans les questions, il y avait quelqu'un qui demandait si l'aire éducatif pouvait être installé à proximité d'une mare. Ah oui, c'est Euh, vrai. Ah bah, oui, j'ai pas. j'en ai vu une magnifique tout près d'Yvetot, voilà, d'aire éducatif à côté d'une Oui. mare et toute l'école travaille Mm. auprès de cette mare, même si c'est porté par le cycle 3. Oui, oui, il y a plusieurs aires éducatives où il y a une mare dans le site en question. Alors, Mare. après, c'est pas, généralement pas juste la mare, mais c'est la mare avec quand même un peu de terrain autour. Mais Mare, euh, forêt, voilà, coteaux calcaires, heu, bord de mer, voilà, il y a vraiment, il y a pas de parc urbain. parc urbain. Voilà. Voilà, il y a pas de on va pas vous stopper sur le site, en fait, à partir du moment où ça répond aux critères de proximité, J'ai entendu, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas qui, je me souviens plus qui, il allait avoir bientôt la catégorie air fluvial éducative. Est-ce que vous pouvez confirmer ou, Alors, ou pas? c'est pas bientôt, c'est qu'en fait, il y a eu une dynamique, une animation, il y a 2 ou 3 ans, peut-être même déjà maintenant, un peu plus orientée vers les aires qui étaient sur des rivières jusqu'à l'estuaire.
Comme on pouvait bénéficier, en fait, d'un parrain. Il y avait un parrain, qui était très orienté, rivière. L'idée était d'identifier, les aires éducatives, qui étaient situées, en bord de rivière, jusqu'à l'estuaire pour, cibler l'animation vers ces aires terrestres et marines d'ailleurs, l'estuaire c'est marin. Du coup, elles avaient été un peu plus, listées, ces aires éducatives. On les appelait les aires, «fluviales» entre guillemets, mais c'est pas une catégorie, nouvelle ou autre, hein. Ce sont Mmh. des aires terrestres ou des aires marines qui ont bénéficié d'une d'animations, liées, aux parrains qui étaient, qui parrainaient les aires éducatives à ce moment-là. Oui, oui, Voilà. mais on est bien sur une aire terrestre, même si vous avez un cours Mmh. d'eau qui passe dedans, on est sur une aire terrestre. Eh ben, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette visioconférence. Merci à tous pour votre présence et ben, j'espère à bientôt. En tout cas, vraiment merci. Je pense que ça vous avez apporté énormément d'informations, donc à tous les enseignants qui étaient présents. J'ai remarqué qu'il y avait aussi des conseillers pédagogiques et des IEN qui étaient dans la visio. Donc ça démontre bien l'intérêt. Donc on ne manquera pas de revenir, vers vous pour, voilà, pour des questions complémentaires, mais je pense qu'il va y avoir, des nouveaux projets qui vont être déposés. Bonne nouvelle. On vous transférera de toute façon le support pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Oui, je voulais juste dire à tous les participants qui sont encore là que, du coup, vous avez eu, le lien, donc c'est qu'on a vos coordonnées, on vous enverra des informations. S'il y en a parmi vous qui se sont connectés, mais qui n'étaient pas inscrits, il faudra me renvoyer, votre adresse mail pour qu'on puisse, vous envoyer les informations. Voilà. Parfait. Eh bien, au revoir à tous. Au revoir, à Merci bientôt. beaucoup. Profitez du Merci soleil. Voilà. Allez Marie-Vonne, dehors. est-ce que tu pourras rester? J'aurais une ou deux questions par rapport au 28 mars. Je vous laisse alors. Je vous souhaite Non, une bonne Marie-Vonne, après-midi. Marie-Vonne. Ah non, c'est moi? Oui, Mmh. oui. Pardon.